Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'usine invisible qui fait tourner le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des services écosystémiques. Un terme un peu technique, Max, mais qui cache une réalité très simple. La nature travaille pour nous, gratuitement, 24 heures sur 24. Et sans elle, notre monde s'effondrerait. Exactement. On parle souvent de la biodiversité comme d'une liste d'espèces à protéger, un peu comme un musée, mais c'est bien plus que ça. C'est une immense machine biologique qui rend la Terre habitable. Prenons un exemple fondamental, l'air que l'on respire et le climat. On pense souvent aux forêts, et à juste titre, ce sont de formidables puits de carbone. Mais on oublie que la moitié de la photosynthèse de la planète se passe dans les océans. C'est le fameux phytoplancton. Ces micro-organismes marins pompent des quantités astronomiques de CO2. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces grands régulateurs montrent des signes de fatigue. En France, par exemple, la capacité de nos forêts à absorber le carbone a chuté de près de 40% en une décennie. Et ce n'est pas tout. Sous nos pieds, c'est une autre usine qui tourne à plein régime. Les sols contiennent plus de carbone que l'atmosphère et toute la végétation réunie. C'est une armée de bactéries, de champignons et de vers de terre qui décomposent la matière morte pour la transformer en nutriments. Sans eux, on serait littéralement ensevelis sous les déchets végétaux. Et dans cette armée du sol, il y a des superstars, comme les mycorhizes. Ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. Ils décuplent leur capacité à absorber l'eau et les nutriments. On estime que 90% des plantes terrestres dépendent de cette alliance. C'est fascinant. Les écosystèmes ne font pas que recycler, ils régulent aussi activement notre environnement. La forêt amazonienne en est l'exemple parfait. Elle fonctionne comme une gigantesque pompe à eau. Une pompe à eau? Explique-nous ça. Les arbres aspirent l'eau du sol et la relâchent dans l'air par évapotranspiration. Chaque jour, c'est l'équivalent de 20 milliards de tonnes d'eau qui montent dans le ciel. Cette vapeur d'eau crée une dépression qui aspire l'air humide de l'océan Atlantique loin dans l'intérieur des terres, générant les pluies qui maintiennent la forêt en vie. Sans cette pompe, une bonne partie de l'Amérique du Sud serait un désert. C'est un véritable thermostat planétaire. On estime que les forêts tropicales, à elles seules, nous évitent environ 1 degré de réchauffement global. Et les océans, de leur côté, absorbent 90% de l'excès de chaleur lié au changement climatique. Et cette régulation se voit aussi sur nos côtes. Les mangroves, les récifs coralliens, ce sont nos brise-lames naturelles. Un récif corallien en bonne santé peut absorber jusqu'à 97% de l'énergie des vagues. Quand on les détruit, on s'expose directement aux tempêtes et à l'érosion. Parlons d'un autre service peut-être plus connu, la pollinisation. Sans les insectes pollinisateurs, nos assiettes seraient bien tristes. Et notre économie aussi. On a calculé la valeur de ce service. Les estimations vont de 235 à 577 milliards de dollars par an. C'est colossal. On pense souvent aux céréales, comme le blé ou le riz, qui sont pollinisées par le vent. C'est vrai, elles constituent la base de notre alimentation. Mais pour les fruits, les légumes, le café, le cacao, c'est une autre histoire. Absolument. Sans les abeilles et autres pollinisateurs, pas de chocolat, pas de café, pas de pommes, pas de tomates, ou alors avec des rendements qui s'effondreraient de 40 à 90%. C'est un travail gratuit et indispensable. Un autre travail invisible, c'est la purification. Les zones humides, comme les marais ou les tourbières, sont de véritables stations d'épuration naturelles. Elles filtrent les polluants agricoles, comme l'azote et le phosphore, avant qu'ils n'atteignent nos rivières. Et ça nous coûte bien moins cher de restaurer une zone humide que de construire une usine de traitement des eaux. En plus, on y gagne des habitats pour la faune, une meilleure régulation des crues, c'est tout bénéfice. Tout ça nous amène à une notion clé, la résilience. Plus un écosystème est diversifié, plus il est robuste face aux perturbations, comme une sécheresse ou une maladie. C'est comme une équipe où plusieurs joueurs peuvent occuper le même poste. Si l'un est blessé, un autre prend le relais. C'est ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. Cette diversité génétique, c'est notre police d'assurance. On le voit bien en agriculture. Une seule maladie peut ravager des milliers d'hectares, comme on l'a vu avec la jaunisse de la betterave en France. La diversité des variétés, mais aussi la présence de prédateurs naturels comme les coccinelles qui mangent les pucerons, sont des remparts essentiels.
Et il ne faut pas oublier que la nature est aussi une source d'inspiration inépuisable. C'est le biomimétisme. Le velcro s'inspire d'une plante, la bardane. La forme du TGV japonais a été inspirée par le bec du martin-pêcheur pour être plus aérodynamique. C'est la preuve que la biodiversité n'est pas seulement une infrastructure vitale, c'est aussi un immense laboratoire de recherche et développement. Exactement. Chaque fonction, que ce soit la fertilisation des sols, la régulation du climat, la pollinisation ou la purification de l'eau, est un service que le vivant nous rend chaque jour. On a tendance à ne remarquer ces services qu'lorsqu'ils commencent à disparaître. La biodiversité, ce n'est pas un luxe, c'est l'architecture invisible qui soutient nos sociétés. Et cette architecture est fragile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas condamnée. On peut réparer les cycles, restaurer les fonctions, à condition de comprendre ce que l'on protège et surtout pourquoi on le protège. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.